Bonjour tout le monde. Merci de vous être inscrit au webinaire d'initiation à la plateforme Jacarto. D'entrée de jeu, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est en fait les fonctionnalités de base. Donc, pour les gens qui ont un intérêt à utiliser la plateforme, dans certains cas, ça peut être des gens pour qui leur organisation est déjà cliente chez nous. Dans d'autres, des gens qui sont tout simplement curieux d'en apprendre davantage. Donc, pour ceux et celles qui n'auraient pas encore de compte sur la plateforme et que leur organisation n'est pas encore client chez Jacarto, il y a la possibilité de pouvoir se créer un compte d'essai gratuit. Donc, vous allez tout simplement sur jacarto.com et vous allez voir exactement ce que vous voyez à l'écran. Donc, essai gratuit que vous allez retrouver ici au milieu de l'écran ou vous pouvez y aller aussi par les boutons qui sont ici en haut. Donc, on va commencer par se connecter. Donc, nous voilà rendus dans la plateforme Jacarto. Donc, vous allez voir un certain nombre de fonctionnalités. On va les passer en revue et par la suite, on va aller plus profondément là, dans les différentes options qui sont disponibles. Je vous invite pendant tout le long de la présentation, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser là, directement dans la boîte de questions et un de mes collègues là, pourra vous répondre au fur et à mesure que les questions seront publiées. Donc, première chose qu'on voit dans la plateforme, c'est ici inévitablement la fenêtre jacquardante. Donc, c'est proprement dit l'endroit pour aller dans le jumeau numérique. Donc, on va aller voir ça un petit peu plus loin par la suite. On a ici l'asset viewer. Donc, pour les gens qui n'ont pas commandé d'inventaire, vous allez malheureusement voir apparaître un cadenas parce qu'on rend disponible cette fonctionnalité-là uniquement pour les clients qui ont commandé différents types d'inventaire auprès de Jacarto. La même chose va être au niveau du data downloader. Donc, si cette fonctionnalité-là n'a pas été activée pour votre organisation, il y aura un petit cadenas. Donc, vous ne pourrez pas aller plus loin dans cette boîte-là. La boîte suivante, thèse, donc c'est notre service de tuiles matricielles. Donc, c'est des flux WMTS. On en a 6 modèles différents qui sont inclus avec l'abonnement à Jacques. Ensuite de ça, du côté droit, vous allez retrouver d'autres boîtes. Donc, besoin de soutien, vous pouvez cliquer sur Contactez-nous. Donc, ça va ouvrir une boîte où vous allez pouvoir directement nous écrire et poser les questions que vous pourriez vouloir nous poser. Ensuite de ça, il y a le guide d'utilisation. Donc, notre guide est en ligne. Donc, toute la documentation relative à la plateforme Jacques va se retrouver ici. Besoin d'inventaire, donc si par hasard vous auriez besoin d'avoir différents inventaires pour votre territoire, votre ville, votre organisation, vous pouvez le faire par ce bouton-ci. Et la même chose, donc pour les gens qui sont en période d'essai, qui voudraient par la suite commander le jumeau numérique de leur territoire, donc par un abonnement, peuvent le faire à partir du bouton qu'on retrouve tout juste ici en bas. Si on déroule un peu la fenêtre, donc on va voir par la suite différents plugins que nous avons pour différents SIG. Donc, celui qui est le plus évolué pour QGIS, bien entendu, c'est une plateforme en open source, donc plus facile de développer de notre côté différentes fonctionnalités supplémentaires pour cette GIS. On a un plugin pour ArcGIS Pro qui est beaucoup utilisé chez nos clients municipaux, des extensions pour les navigateurs et un plugin pour GMapNG, qui est aussi très présent là, dans les différentes villes québécoises. Si on continue de dérouler, donc on va avoir une fenêtre pour les tuiles, donc ce que je vous disais tantôt, les flux WMS, WMTS, le guide qui va vous expliquer comment intégrer les tuiles matricielles directement dans votre SIG. Et par la suite, bon, ben, les API, et on retrouve un peu d'autres types d'informations directement en lien avec la plateforme de Jakarta. Donc, on va revenir tout en haut et on va aller directement dans la plateforme du jumeau numérique. Donc, pour votre information, la présentation d'aujourd'hui là, se fait live. Donc, on est directement
dans la plateforme de Jacques-Carton. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est enregistré au préalable. Donc, on le fait de façon très dynamique. Donc, ce qu'on retrouve dans la plateforme Jacarto, donc si on regarde la première fenêtre qui nous apparaît, donc ça va être la vue en photo, donc image sphérique 360. On va retrouver tout en haut un menu ici qui va nous permettre de pouvoir faire une recherche par adresse. Donc, on peut taper n'importe quelle adresse, par exemple. Ça, c'est cette petite chose. Donc, nous voilà devant les bureaux de Jacarto à Montréal. Donc, on peut se promener avec notre curseur et se promener pour voir la vue sphérique 360. On peut aussi utiliser les touches clavier pour faire exactement la même chose. On va avoir par la suite ici dans la barre d'outils, donc on va avoir une date avec une heure. Donc, c'est toutes les dates de passage qui ont eu lieu à cet endroit précis euh, dans la ville de Montréal, en fait, sur la rue où sont nos bureaux. On va avoir la possibilité de copier l'image, de l'imprimer, donc de générer un PDF, par exemple. Et là, je pourrais tout simplement venir mettre ici test, confirmer, et ça vient nous créer un PDF qu'on pourra par la suite enregistrer et partager avec des collègues au besoin. On va retrouver tout en bas à gauche la minimap. Donc, c'est une minimap de Mapbox. Donc, si je viens, par exemple, l'ouvrir en plus grand, on va avoir une vue plus grande. Donc, on peut se déplacer n'importe où sur la carte. Donc, je vais venir, par exemple, me mettre ici à côté du stade olympique et je vais pouvoir, par exemple, voir la même vue que j'avais tout en haut. Je pourrais me déplacer à l'autre bout de la ville de Montréal. Donc, si je veux, par exemple, venir me déplacer ici en Anjou, donc c'est un peu la même chose. Donc, vous voyez que ça se déplace rapidement dans la plateforme en temps réel. Donc, si on fait le tour de ce qu'on retrouve dans la mini-carte, donc on va avoir différents fonds de carte qui sont possibles. Donc, moi, j'aime beaucoup la vue satellite, mais on pourrait choisir un fond de carte clair. On pourrait choisir un fond de carte extérieur, on pourrait choisir un fond de carte foncé, on pourrait choisir un fond de carte rue. Donc, ça, c'est à la discrétion de chaque utilisateur, le fond de carte qu'ils vont vouloir mettre. Et ça va toujours garder en mémoire le fond de carte qu'on a sélectionné pour les fois suivantes où vous allez vous brancher sur la plateforme. Ensuite de ça, on a la possibilité d'avoir de l'information sur la précision 3D. Donc ici, par exemple, si je zoome un peu dans ma carte, on voit le petit menu qu'on retrouve du côté droit. Et donc, ce sont les niveaux de précision des trajectoires. Donc, on voit tout ce qui est en vert a une précision en bas de 5 cm, en jaune entre 5 et 10, orange 10 à 25, et ainsi de suite. Donc, si on se promène sur la carte, on peut voir que le niveau de précision est sensiblement partout en bas de 5 cm, mais il peut arriver dans certains endroits où on peut avoir un niveau de précision plus élevé parce que, par exemple, il y a une canopée dense sur une rue, ce qui fait en sorte qu'au niveau du niveau de précision, on va être peut-être un petit peu moins précis. On a aussi la possibilité, je vais revenir ici. Donc, on a la possibilité d'aller chercher aussi un fil temporel. Donc, ce fil va nous donner les périodes de passage les plus récentes aux plus anciennes. Donc, là, par exemple, si on voit ici du côté de Montréal, on a de la donnée dans certains secteurs qui datent de 2 ans et plus. Si je m'en vais, par exemple, du côté de la ville de Laval, ben, on voit que c'est de la donnée qui date de moins d'un an. Donc, si je viens par exemple ici, là, on a une superposition des couches de données. Donc, si je veux venir voir par exemple
à cet endroit précis-là. Donc, on va voir la date du passage qui est le 19 octobre 2024 à 16h09 et je pourrais voir aussi tout l'historique des passages qu'on a fait à cet endroit-là. Donc, je pourrais venir, par exemple, prendre le passage de 2020. Donc, j'ai tout simplement à cliquer sur la date et je vais changer d'époque au niveau de la vue que je vais avoir. La même chose, donc si je veux aller en 2022, si je veux aller en 2023, et ainsi de suite. Donc, on voit qu'on est passé à différentes périodes, donc on n'a pas la même vue nécessairement au niveau du paysage. Ensuite de ça, pour revenir dans la mini-carte, on va avoir ici la possibilité d'afficher les numéros civiques des bâtiments. Donc, c'est une demande qu'on avait eue là, à une certaine époque de nos clients pour pouvoir plus facilement se repérer sur la carte lorsqu'on cherche une adresse, si on ne veut pas passer par le moteur de recherche qu'on a ici en haut. Ensuite de ça, ici, en fait, on a une autre boîte qui est la boîte qu'on va utiliser lorsqu'on va vouloir créer des inventaires, prendre des mesures, donc utiliser les différents outils qu'on va voir ici lorsque le nuage de points sera allumé. On a par la suite la possibilité d'exporter des shapefiles. Donc, si on vient prendre, par exemple, différentes mesures, si on vient faire des inventaires, on veut exporter ça pour par la suite pouvoir l'importer dans notre SIG. On va tout simplement venir cliquer sur le bouton ici. Et on peut aussi faire l'inverse, donc importer un inventaire existant. Donc, par exemple, si je veux aller chercher un fichier, donc je vais aller chercher ici dans Démos. Et donc là, je vais venir chercher les panneaux de signalisation. Je peux venir choisir dans les différents champs l'information que je voudrais voir apparaître. Donc, par exemple, moi, je vais enlever la date, le nom, mais je vais vouloir aller chercher le P-code des panneaux. Je vais vouloir aller chercher la classe de panneau. Je pourrais aller chercher le UUID du panneau. Et donc là, je fais terminer. Et je vais avoir ici les différentes informations que j'aurais été chercher. Là, vous ne les voyez pas parce qu'actuellement, je suis à la ville de Laval. Mais si je vais chercher l'information du côté de la ville de Saint-Amable, donc on voit ici l'ensemble de l'inventaire que je suis allé chercher. Et donc, si je zoome sur ma carte, je vais me mettre comme ça ici, et je vais venir cliquer à cet endroit-là. Donc, on va voir les panneaux en question qui sont dans mon inventaire. Donc, si je viens cliquer sur l'arrêt qui est ici, la ligne va se mettre en surbrillance. Donc, c'est le panneau que je suis en train de regarder avec les différentes informations que je pourrais venir éditer. Donc, je pourrais venir mettre de l'information complémentaire. S 5, et donc l'information vient s'ajouter ici en information complémentaire. Une fois que j'aurai terminé, par exemple, de faire les différentes modifications que je voudrais faire dans ma base de données que j'ai importée, je pourrais tout simplement par la suite la réexporter pour pouvoir la mettre à jour dans mon SIG. Donc, on va aller, je vais refermer le tableau ici. Donc, on va fermer ça. On va aller dans le nuage de points maintenant. Donc, le nuage de points colorisé apparaît. Et donc, vous voyez maintenant que dans le menu de gauche, il y a beaucoup plus de fonctionnalités qui sont disponibles. Donc, ce sont tous des fonctionnalités qui sont de base. Donc, à partir du moment où votre organisation a un compte avec la plateforme, vous allez avoir accès, tout le monde, aux mêmes fonctionnalités. Donc, c'est important pour avoir ce détail de menu-là dans cette barre d'outils, d'afficher le nuage de points, qui est le premier bouton qu'on retrouve ici dans la série de boutons qu'on a tout en bas. Et donc là, dans le nuage de points, on peut venir faire différentes choses. Donc la première, on peut venir jouer avec la distance d'affichage. On peut venir mettre un fil de verticalité. On peut venir enlever des fils de classification. Donc, par exemple, si je voudrais faire disparaître la végétation, je viens tout simplement fermer cette couche d'information. Je pourrais faire disparaître la couche des poteaux.
Donc, encore une fois, les poteaux disparaissent, les fils disparaissent et ainsi de suite. Donc, je peux venir allumer, fermer les couches que je veux voir ou ne pas voir. De facto, la couche véhicule est toujours éteinte. Vous pouvez l'allumer si vous sentez le besoin de le faire, mais nous, c'est paramétré pour que dès le départ, cette couche-là soit fermée. Ensuite de ça, on a dans le menu le style, donc la taille des points. On peut venir jouer avec la grosseur de la taille des points. Encore là, ce sont des paramètres que chaque individu va adapter en fonction de ses propres besoins. On a la possibilité de pouvoir avoir la colorisation par intensité. Encore là, on va venir jouer avec le curseur pour venir jouer avec l'intensité des points. On a la possibilité d'avoir la colorisation par élévation, la colorisation par profondeur. Encore là, on peut venir jouer avec le curseur pour pouvoir le mettre à ce qu'on préfère avoir comme degré de colorisation par profondeur. On a la colorisation par classification, donc c'est ce que je vous montrais d'entrée de jeu quand on est rentré dans le nuage de points. Donc, nous, de base, c'est cette couche qui va être affichée. On va avoir par la suite la colorisation avec les images. On a, donc je vais retourner ici. Donc, on peut avoir la superposition, je vais venir afficher celle-ci. Donc, la superposition de l'image panoramique. On peut avoir le plancher d'élévation. Donc là, si on voit, par exemple, je pourrais venir monter ici mon élévation et on va voir que ça va venir se changer. Donc, on voit derrière euh, le bleu là, qui vient de se changer en fonction de l'élévation qu'on va avoir déterminée. Et on va avoir, donc je vais fermer le plancher d'élévation, on va avoir ici la navigation libre. Donc, c'est la possibilité de pouvoir venir en navigation libre, avoir une autre perspective. Donc, si je me mets en navigation libre ici et je veux me mettre dans une autre perspective pour voir mon territoire, ben, je peux par la suite venir me déplacer avec les flèches en haut, en bas, à gauche, à droite. Je peux venir prendre E, S, G et compagnie pour pouvoir me déplacer avec le clavier. Et je pourrais aussi, à la limite, le faire avec une manette de PS4 ou une manette de jeu vidéo. On a un petit gadget ici qui est un drone virtuel qu'on peut aussi activer. Donc, on peut se promener avec une vue de drone et ça nous permet d'avoir un autre type de perspective dans notre écran. Les touches raccourcis clavier, donc on va les retrouver ici, c'est les touches raccourcis clavier de base pour le volet de navigation libre. On va voir un petit peu plus loin dans les configurations réglages l'ensemble des raccourcis qu'on a avec les touches clavier. Ça. Ensuite de ça, on a la possibilité d'avoir des données aériennes et des données terrestres. Donc, les données terrestres, bien entendu, sont celles que Jakarta capte avec ses propres unités de captation. On a intégré, par exemple, les données en open data de la ville de Montréal. Donc, si on se promène dans la ville de Montréal, je vais retourner du côté du stade olympique pour vous montrer un peu ce que ça peut donner. Je vais me placer ici. Si je viens, par exemple, à ce niveau-là. On voit par exemple le stade et si je viens chercher toutes les données disponibles, donc on va voir que j'ai la cartographie mobile, donc j'ai notre dernière captation qui a été faite en mai 2024 et j'ai du lidar aérien de 2015 qu'on a intégré. Et donc si je viens me mettre en navigation libre et je veux monter par exemple pour aller chercher une information, prendre une mesure sur le toit du stade, je pourrais, par exemple, venir ici, prendre mon ruban mesuré et venir mesurer, par exemple, une distance entre les deux points qu'il y a ici. Et on va avoir la distance exactement qu'on va avoir pris.
Il y a aussi la possibilité de télécharger une scène, donc la scène qu'on voit actuellement à l'écran. Je pourrais télécharger le nuage de points, donc on voit que le téléchargement est somme toute assez rapide. Et donc, je viens de l'enregistrer sur mon poste de travail et par la suite, je pourrais l'emmener, par exemple, dans un logiciel 3D, que ce soit Civil 3D, que ce soit d'autres types de logiciels qu'on peut vouloir utiliser pour travailler directement avec le nuage de points. On va être limité cependant lorsqu'on n'a pas la fonctionnalité de Data Downloader uniquement à télécharger la scène qu'on a devant nous. Donc, ça peut être pratique pour différents ouvrages, différents besoins. Dans certains cas, on a des clients qui demandent d'avoir un accès complet à pouvoir télécharger, peu importe sur le territoire, que ça peut être un tronçon de 100 mètres, comme ça peut être un tronçon beaucoup plus long. Donc, cette fonctionnalité-là est disponible par le Data Downloader, qui est ici, donc le service de téléchargement. Donc, c'est par ici qu'on viendrait faire une sélection de ce qu'on veut et télécharger le nuage de points en tant que tel. Et on a la possibilité, comme on a vu tantôt, là, de générer un PDF. Donc, ce cas précis va être avec l'image du nuage de points. Donc, le PDF va se charger et on aurait l'information qu'on voudrait avoir au niveau de la vue qu'on a actuellement. Je vais me ramener au niveau du sol, en navigation libre. Donc, si on reprend les différents outils qu'on a dans le nuage de points, donc on a ici l'outil d'annotation. Donc, par exemple, je pourrais venir cliquer sur le lampadaire qui est là et vouloir éditer la fiche en tant que telle. Donc, je viendrais mettre, par exemple, des informations supplémentaires sur cette entité-là. Je vais aller chercher, par exemple, ici, donc test. Donc, les informations viennent s'ajouter ici sur la notation que j'ai faite. Je pourrais venir prendre mon ruban à mesurer et donc venir prendre une largeur de chaussée, par exemple, si je veux prendre d'un point à l'autre. Donc, je vais venir prendre ma mesure. Je pourrais venir, et là, je vais me mettre au niveau du sol. Donc, je pourrais venir prendre un dégagement donc sous mon flux de lumière. Et donc, en cliquant sur la touche contrôle en même temps que je viens prendre mon deuxième point, je vais avoir ma verticalité exacte. Donc, je vais avoir mon dégagement exact entre le dessous de mon flux de lumière et la rue. Donc, mon Z va être très précis. Je pourrais aussi vouloir prendre une polyligne. Et donc là, pour la polyligne, je vais aller me mettre à un endroit qui va être un peu plus intéressant. Donc, si je m'avance un peu, ça va aller plus vite si je me déplace comme ça ici. Donc, par exemple, si j'ai un coin de rue, je voudrais venir prendre la mesure de mon coin parce que j'aurais, par exemple, un bateau pavé à venir faire à cette bordure de trottoir-là et elle est inexistante. Donc, je voudrais venir prendre ma mesure. Si je la prends avec cette perspective-là, je peux prendre ma mesure en faisant ma ligne du mieux que je suis capable de le faire, donc en venant prendre des multimesures pour venir calculer ma distance exacte.
je clique droit pour terminer ma prise de mesure. Mais je pourrais aussi me mettre en navigation libre, donc monter comme ça, changer mon angle pour avoir une vue vraiment précise et venir reprendre ma mesure, mais cette fois-ci avec un niveau de précision que je suis capable d'aller chercher beaucoup plus précise. Et donc, si je voulais venir calculer, par exemple, un aire de surface parce que j'ai une intervention à faire, ou, par exemple, ici, j'ai un petit exemple, là, j'ai une ligne d'arrêt, une piste cyclable, et donc je voudrais venir mesurer la surface que j'aurais à peinturer. Donc, je pourrais venir me faire une boîte directement dans l'application. Et là, je le fais rapidement là, pour les besoins de la présentation. Donc, vous voyez que je viens calculer mon aire de surface. Donc, dans ce cas-là, c'est 0,67 mètres carrés. Je vais désactiver ceci pour me ramener au niveau du sol. Et donc, la dernière fonctionnalité dans les quatre outils, c'est la prise de position. Donc, par exemple, je voudrais venir chercher ce losange-là. Donc, je vais avoir sa position précise X, Y, Z. Donc, je vais retrouver l'information exactement que je vais aller chercher. Et je pourrais aussi décider de vouloir incrémenter une série. Donc, par exemple, je voudrais faire un inventaire de lampadaires, je voudrais faire un inventaire de poubelles, de bancs de parc, peu importe. Donc, je vais ici incrémenter une série. Je peux venir mettre, par exemple, euh, voilà. Et donc là, si je viens cliquer ici, tous les endroits que je vais prendre un point, je vais avoir cette information-là qui va venir se mettre de facto. Donc, je n'ai pas besoin de ressaisir à tous les fois l'information en question. Elle va se recopier d'elle-même. On va retrouver dans le menu, donc ici dans votre inventaire, vous allez toujours avoir le nombre d'entités qui s'y retrouvent. Donc, si je regarde par exemple l'ensemble de la base de données actuellement, j'ai 2743 objets pour lesquels j'ai une information, donc une ligne d'information qui se retrouve ici. Dans l'écran du bas, donc on va retrouver tantôt, je vous ai montré dans la minimap ici comment aller voir le niveau de précision des trajectoires, mais on va l'afficher de façon automatique à chaque endroit où on va se déplacer dans la carte. Donc, si par exemple, pour la scène qui est devant moi ici, je vais avoir un niveau de précision de trajectoire de 4 cm, je vais avoir la date et l'heure à laquelle cette information-là a été captée par nos véhicules. Puis encore là, ici, j'ai un menu déroulant. Donc, ça sera toujours la dernière donnée à jour qui va être celle qu'on va voir, mais je pourrais venir changer pour aller chercher une autre époque, une autre période. Donc, par exemple, si je viens chercher du 2021, je me retrouve au même endroit. Donc, c'est intéressant de voir qu'en 2024, on est rendu avec du marquage au sol. Il y avait des lampadaires et un terre-plein là. Donc, il y a une piste cyclable qui a été implantée entre 2021 et 2024. Donc, je vais me remettre en 2024. Ensuite de ça, on va retrouver le système de coordonnées. Donc, de facto, le système de coordonnées concorde avec l'endroit où on est dans la carte. Et tout à votre droite, vous allez retrouver une possibilité de nous écrire une suggestion. Donc, je me plais toujours à envoyer un petit message à mes collègues. Donc, test web team,
Et on envoie. Donc, quand on envoie de cette façon-là, ça tombe directement dans une boîte où l'ensemble des développeurs chez Jakarta ont accès aux différentes suggestions qui nous sont envoyées par les clients. Et des fois, ça va être, par exemple, une suggestion d'une amélioration dans la plateforme. Des fois, ça va être tout simplement une question. Donc, quelque chose qu'on essaie de faire qu'on n'est pas capable de faire. Je vous invite par ailleurs à toujours vous rafraîchir en retournant voir le guide d'utilisation. Souvent, on va y trouver la réponse à la question qu'on a. Mais donc, c'est une façon de pouvoir rapidement envoyer un message à l'équipe de développeurs et normalement, dans un délai de 12 à 24 heures, il y a une réponse là, qui vous est faite, soit par courriel ou directement un appel téléphonique qui va vous être fait de quelqu'un de l'équipe. Ensuite de ça, on va retrouver menu, configuration, réglage. Donc, de base, les configurations sont standards pour l'ensemble des utilisateurs, mais on peut venir changer en fonction de préférences de paramètres qu'on voudrait avoir différentes fonctionnalités. Par exemple, de base, on va être en métrique au niveau des mesures, mais on pourrait venir l'afficher au niveau des, voyons, des pieds et j'ai des onces, pas des onces, des pieds des pieds et des pouces. Voilà, des pieds et des pouces. Donc, c'est le type de choses qu'on pourrait venir changer, par exemple, si on veut ça. C'est surtout nos clients du côté américain qui utilisent cette fonctionnalité-là. Ensuite de ça, l'exportation. Donc, de base, on va paramétrer les comptes pour que le format de fichier d'exportation soit en shapefile, mais on pourrait venir choisir un autre type de format qu'on voudrait utiliser. Donc, un fichier JSON, un CSV ou une sauvegarde Jacquard. Ensuite de ça, contrôle, donc ça va être toutes les touches raccourcies qui sont disponibles pour pouvoir naviguer dans l'application. Donc, tantôt, en navigation libre, vous avez vu ici dans le menu, il y avait les différentes fonctionnalités qui vous expliquaient comment vous déplacer, mais on a aussi d'autres fonctionnalités. Donc, par exemple, activer, désactiver le nuage de points, on peut y aller par le clavier plutôt que par le bouton qui est ici, activer, désactiver l'outil d'annotation, et ainsi de suite. La même chose au niveau de la navigation. Donc, à la base, ça va être des sauts de 5 mètres par pastille, mais on peut, avec contrôle flèche en haut, faire des sauts de 5 pastilles, donc de 25 mètres à la fois. Shift flèche en haut, ça va être des sauts de 10 pastilles, donc que ce soit par en avant ou par en arrière, c'est flèche en haut, flèche en bas. Ou contrôle shift pour des sauts de 20 pastilles, et là, ça va être des sauts d'environ 100 mètres qui vont être faits. Les outils, donc tantôt, je vous ai montré le ruban mesuré. Donc, lorsqu'on maintient Shift et on prend une mesure, on va conserver le plan XY pour le prochain point d'une ligne ou d'une polyligne. Et lorsqu'on le fait avec la touche contrôle, ça va être pour conserver l'axe en Z pour la ligne qu'on va vouloir faire. Et par la suite, ben, vous avez la possibilité de changer la langue, donc français ou anglais. Donc, on peut changer tout simplement le menu et ça se met de façon automatique. Donc, ça fait le tour pour ce qui est de la plateforme Jacquard en tant que telle. Je vous ai montré tantôt, donc si on retourne ici, le service de tuiles. Donc, moi, je l'ai déjà d'installer sur mon poste de travail. Donc, qu'est-ce que c'est en fait? C'est les flux W qui sont disponibles. Donc, on peut venir choisir ici, par exemple, le style qu'on voudrait avoir, intensité maximale. Et là, on peut choisir une période de date de début et de fin. On peut venir choisir les points les plus bas. On peut venir choisir l'intensité maximale des points bas. Donc, si je viens zoomer, par exemple, on va avoir une définition très précise. Et je vous rappelle que ces tiles-là donc, sont générées uniquement à partir du nuage de points. Donc, ce n'est pas une orthophoto pris des airs, c'est vraiment généré à la volée à partir du nuage de points qu'on aura capté pour le tronçon ou l'endroit qu'on est en train de visualiser. On va avoir un fil de verticalité. Donc, encore là, ici, on va très bien voir les délimitations, par exemple, au niveau de notre rue. La ligne jaune définit clairement la bordure de trottoir de chaque côté. Et on va voir aussi les différentes fissures qu'on peut avoir au niveau de la chaussée. Ombrage, donc c'est un peu MNT. Donc, on va voir, par exemple, je zoome un peu out.
Si je me promène, par exemple, comme je vous le disais, c'est généré à la volée. Donc, au fur et à mesure que j'avance sur mon territoire, ben, l'image va se mettre à jour, donc l'ortho va se mettre à jour par elle-même. Et on va avoir en dernier lieu la classification, donc le fil de classification qui est généré de façon automatisée. On a aussi une fonctionnalité qu'on a ajoutée à la fin de l'année dernière, donc qui est de pouvoir comparer 2 années. Donc, pour le moment, ça s'applique à trois types d'informations. Donc, on peut venir choisir l'année qu'on va voir du côté gauche. On peut venir choisir le niveau de style, donc intensité ou verticalité, et l'année à droite qu'on veut voir. Donc, par exemple, les exemples qui sont ici, si je viens chercher, par exemple, les changements au niveau du marquage routier, donc si je laisse se charger. Je vais venir complètement, plutôt de ce côté ci. Donc là, on voit par exemple que c'est le raster qu'on avait de 2021. Et si je glisse vers la gauche, on va voir apparaître le raster de 2024. Et il y a eu du marquage qui a été fait à ce moment-là. Donc, on voit très bien la différence entre les deux époques au niveau du passage. Je pourrais venir le faire au niveau de la croissance de la végétation aussi. Donc, je vais le laisser s'afficher. Encore une fois, je vais aller me mettre dans l'époque de 2022. Donc là, on voit très bien la structure des arbres, par exemple. Et si je prends mon curseur et je glisse vers la gauche pour m'en aller en 2024, ben, je vais voir au niveau des branches. Donc, on voit entre autres que ici, si vous voyez bien, la grosse branche qui est là, ben, probablement que il est arrivé un épisode climatique quelconque où il est arrivé un incident, la branche a brisé, on la voit qu'elle disparaît ici. Donc la branche elle a été cassée. Donc souvent, ça va être utilisé au niveau de l'horticulture, de l'arboriculture, de l'environnement dans les villes pour voir différents enjeux par rapport à la végétation sur le territoire ou la canopée. Et ensuite de ça, le dernier, donc c'est au niveau de l'état de la chaussée. Donc, on va retourner ici à notre vue de 2021 et je vais doucement glisser vers la gauche. Donc, vous allez voir la différence au niveau de l'état de la chaussée entre 2021 et 2024. Donc, on voit par exemple au niveau du fissurage qu'il y a beaucoup plus de fissures en 2024 qu'il y en avait en 2021. C'est assez frappant là, juste à glisser le curseur. Donc, ce service de tuile-là est inclus, encore une fois, dans l'abonnement à la plateforme Jakarta. Ensuite de ça, on avait ici l'asset viewer. Donc, comme je le mentionnais d'entrée de jeu, l'asset viewer va être disponible uniquement lorsque vous allez commander votre premier inventaire. Donc, vous allez pouvoir avoir accès à l'inventaire par l'asset viewer. Donc, lorsque un client nous commande un inventaire, ça va être livré de deux façons. La première, ça va être un GeoPackage. Donc, on envoie un GeoPackage que vous pouvez par la suite intégrer dans le logiciel dans lequel vous allez vouloir gérer l'inventaire en question. Mais aussi, on va le déposer dans l'asset viewer. On a fait ça entre autres parce que chez nos clients, beaucoup nous demandaient de pouvoir avoir accès rapidement à un inventaire pour des gens qui ne sont pas des utilisateurs de systèmes d'information géographique ou que dans l'organisation, ils n'ont pas nécessairement de licence pour un SIG. Donc, ils voulaient, par exemple, juste voir rapidement qu'est-ce qu'ils avaient comme inventaire, où étaient les différents inventaires. Donc là, par exemple, ici, je me trouve à la ville de Varennes. Et ce qu'on voit, les points verts, c'est un inventaire d'armes qu'on a produit pour la ville. Donc, si je viens forer dans mon écran pour aller chercher un peu plus de détails. Donc là, je vais voir, je vais enlever ces informations-là pour les mettre dans la suite. Donc là, je vois tout simplement que, et je vais enlever les autres perméables aussi. Donc, je vois très bien, par exemple, tous les points verts sont les différents arbres qu'on a relevés sur le territoire. Si je viens cliquer sur le bouton vert, donc, vous allez voir apparaître ici un menu. Donc, c'est l'arbre en question qu'on a relevé qui est ici. Donc, vous allez voir les différents attributs qu'on associe à l'arbre. Donc, par exemple, l'identifiant unique, qui va être un UUID qu'on va lui attribuer, qui va nous permettre pour, par la suite, par exemple,
C'est le cas avec la ville de Mascouche. La ville de Mascouche, on fait un inventaire d'arbres aux 2 ans et on fait une détection de changement. Donc, à partir du UID, on est capable de retourner voir si l'arbre est toujours là, est-ce que l'arbre a été modifié, est-ce que l'arbre a été abattu, est-ce que c'est un nouvel arbre qui a été replanté. Donc, on est capable de faire une détection de changement. Donc, on va avoir l'identifiant unique, on va avoir le DHP, donc le diamètre du tronc. Dans ce cas-là, c'est quand même un arbre assez costaud, donc il y a plus d'1 mètre de diamètre. On va avoir la méthode de mesure du diamètre du tronc. Donc, dans ce cas-ci, c'est un multicouche. Donc, c'est une nouvelle méthode qui est utilisée et qui est documentée là, au niveau de l'arboriculture. Donc, la méthode de mesure multicouche consiste à prendre une mesure aux 10 centimètres entre 50 centimètres au sol et 1,5 mètres. Donc, on va venir prendre 10 mesures et on va venir faire la moyenne des 10 mesures et c'est ce qui va donner ici le DHP. Ensuite de ça, on va avoir la hauteur de l'arbre, on va avoir la superficie de la couronne projetée, l'identifiant unique de la canopée, la date de numérisation. Donc, je vais éteindre. Et donc, par la petite fenêtre qu'on a ici, je pourrais tout simplement cliquer sur le bouton Jacques Attendre et je viendrai directement dans la plateforme du journal numérique, le voir dans son contexte, mais de façon plus large. Donc, je vois par exemple l'arme devant la propriété, puis là, ben, je pourrais venir ici ouvrir le nuage de points parce que je voudrais venir prendre une mesure, par exemple, de la distance ici. Je voudrais venir prendre une mesure de la distance de l'arbre par rapport à la bordure de trottoir. Donc, c'est le type d'information que je voudrais pouvoir aller chercher, par exemple. Donc, je vais fermer cette fenêtre-ci. Et donc, après, dans les arbres, ben, il y a différentes autres informations qui sont fournies. Donc, on va avoir la couronne des arbres. Puis encore là, si je clique sur la couronne, je vais avoir sensiblement d'autres types d'informations, donc des attributs qui vont être différents, inévitablement. Donc là, par exemple, si on va avoir la hauteur maximale de la canopée, l'air de la canopée, est-ce que c'est une zone boisée ou non, et ainsi de suite. On a aussi développé, dans le cadre de ce produit-là, la couverture de canopée. Donc, c'est un raster qu'on génère. Fait que je vais venir enlever les deux couches-là. Je vais zoomer out pour vous donner une perspective plus grande. Donc, c'est la couverture de canopée du territoire. Donc, ça nous permet rapidement, d'un coup d'œil, de voir où on peut avoir, je vais le laisser charger, donc de voir rapidement où on a des endroits sur le territoire où on a une végétation qui est moins abondante qu'ailleurs. Donc, souvent, ça va être inévitablement à proximité des rues. Souvent, ça va être dans de nouveaux quartiers. Par exemple, si je viens ici voir dans ce secteur-là, je vais venir prendre ici la sphère pour pouvoir venir me déplacer directement puis constater euh, à cet endroit-là. Et donc, on voit par exemple de ce côté ici de la rue, ben, j'ai une faible densité de végétation parce qu'en fait, il n'y en a pas du tout. Donc, lorsque je le regarde de façon dans l'asset viewer, je vois très bien ici que ma végétation est beaucoup moins présente, par exemple, que je pourrais avoir si je viens dans ce secteur-là. Donc, si je viens cliquer ici, où c'est vert foncé, ça va peut-être l'aider à. Et donc, je vois par exemple sur cette rue-là, les arbres, il y a beaucoup plus d'arbres qu'on en avait de l'autre côté. Donc, ça fait en sorte que lorsqu'on le regarde dans l'asset viewer, ben, je n'ai pas du tout la même perspective. On a ensuite de ça une couche qui est générée par rapport au dégagement du sol. Donc, encore là, ça avait été une demande d'un client pour connaître le dégagement au sol de la branche la plus basse. Pourquoi? Ben, entre autres, pour lorsqu'on superpose deux inventaires, par exemple un inventaire de signalisation routière et un inventaire d'armes, ben, je peux rapidement voir, et je vais aller chercher l'inventaire des panneaux. Donc, je peux rapidement venir voir où j'ai de la végétation qui pourrait potentiellement venir obstruer des panneaux de signalisation. Je pourrais aussi l'utiliser
pour aller chercher de l'information, par exemple, sur mon triangle de dégagement que je suis supposé d'avoir aux intersections. Donc, venir voir est-ce que j'ai des endroits où ça aurait besoin d'un élagage, est-ce que j'ai des endroits où j'aurais besoin d'intervenir. Donc, on peut rapidement aller chercher ce type d'information-là. Donc, par exemple, si je viens ici, on voit très bien que sur le coin de la rue, j'ai un arbre. Et dans ce cas-là, par exemple, c'est vert. Donc, il n'y a pas d'obstruction en tant que telle. Lorsque c'est en vert, c'est au-delà de 4 mètres. Je vais essayer de trouver un endroit là, sur le territoire. Des fois, en partage d'écran, c'est un petit peu plus long à télécharger. Si je viens voir, par exemple, ici, on va aller pour les besoins regarder. Bon, par exemple, si je me promène, je peux voir ici, bon, il y a un panneau de signalisation où j'ai de la végétation qui est somme toute basse, donc ça pourrait nécessiter éventuellement une intervention pour faire des lagages. Si je me promène ici, ben, j'ai quand même un dégagement qui est respectable pour les panneaux de signalisation qui sont là. Si je me déplace comme ça pour voir, ben, je vois que les panneaux ne sont pas nécessairement obstrués, donc ça va. Donc, c'est des outils qui peuvent être utilisés pour la végétation. Ensuite de ça, l'espace d'encombrement aérien, c'est un autre type de raster. Et le dernier, peut-être que je voudrais vous montrer dans la catégorie d'inventaire des armes, c'est les sites de plantation. Donc, on va vous identifier les différents sites de plantation en fonction des différents formats, donc petit, moyen, grand arme. Petite arme, c'est en bas de 2 mètres. Moyen, c'est de 2 mètres à 4 mètres et demi. Et grand arme, c'est 4 mètres et demi et plus. Donc, dans ce cas-ci, si je veux trouver des endroits, par exemple, où je pourrais planter des arbres de 4 mètres et demi et plus, ben, je vais identifier les endroits en mauve foncé. Ce sont des endroits où je pourrais potentiellement faire ce type de plantation. Et on a un dernier volet dans l'inventaire de végétation qui est les zones perméables. Donc, je vais voir, par exemple, les zones perméables pour l'ensemble du territoire. Fait que si je me déplace sur le territoire, et c'est toujours bien entendu en façade de propriété. Ensuite de ça, dans les autres types d'inventaires qui sont souvent des inventaires demandés, donc inventaire de bornes d'incendie, puisard, regard, vanne d'eau. Donc encore là, si je viens par exemple regarder ma carte, je vais enlever la couche de signalisation routière pour que ça soit mieux visible pour vous. Donc, si je me déplace ici dans ma ville, je vois l'ensemble de l'inventaire que j'ai. Dans le menu de gauche, je vais toujours avoir le nombre d'entités pour ce que je vois à l'écran. Donc là, par exemple, dans la vue d'écran que j'ai ici, il y a 59 bandes d'incendie, plusieurs regards d'eau. Je pourrais venir me créer un polygone pour cette rue-ci, par exemple, puis dire, ben, je vais aller chercher l'information sur cette rue-là. Donc, donnez-moi les quantités que j'ai à l'intérieur de mon polygone. Et donc là, le menu va venir se mettre à jour pour aller chercher l'information que je cherche à avoir. Et au niveau des inventaires, ben, si par exemple j'ai cliqué sur le regard qui est ici, alors si je me déplace un peu, on voit le regard qui apparaît à l'écran, qui est celui-ci. Donc, on le voit qui est devant nous ici. Et là, en fait, c'est de l'information qui est assez de base. Donc, ça va être l'identifiant unique et la date de numérisation du regard. Donc, c'est la date à laquelle on est passé sur le territoire. Ensuite de ça, signalisation routière. Donc, je vous l'ai montré un peu tantôt. Donc, c'est la signalisation routière qu'on va retrouver sur l'ensemble du territoire de la ville. Donc, la signalisation est basée sur le tome 5 du ministère des Transports du Québec et on a aussi une librairie parallèle qui a été développée, qu'on a appelé des jacks, en fait, qui sont tous les panneaux non normés MTQ. Par exemple, un panneau de nom de rue qui va avoir le P-code Jack I-140, le panneau d'interdiction de chiens dans des parcs. On a même découvert, quand on a fait l'inventaire à Saint-Eustache, qui ont des panneaux euh, de permission ou d'interdiction plutôt de chasseurs. Donc, il y a toutes sortes de panneaux qu'on découvre en faisant les différents inventaires dans les villes. Et donc, on vient créer une librairie pour pouvoir référencer ces panneaux-là, leur attribuer un P-code, puis lorsqu'on retrouve les mêmes panneaux dans une autre ville,
on va venir leur associer le P-code en question. Donc ici, on l'a mis en fonction des grandes classes de panneaux. C'est des regroupements, donc c'est pour ça qu'on ne voit pas tout le détail de tous les P-codes en tant que tels. Donc au niveau des équipements spécifiques, par exemple, au niveau du repérage, ben, c'est tous les panneaux indicateurs de numéro de route et ainsi de suite. La même chose au niveau des interdictions, il y a multiples modèles de panneaux différents. Et donc, on va avoir la grande famille. Et on peut aller chercher l'information sur ce qu'on retrouve dans l'inventaire en question. Et on a encore une fois toujours ici les quantités qui se retrouvent. On a aussi l'inventaire aux intersections. Donc, si je sélectionne tout ça, je vais devoir me déplacer du côté de l'Ontario cette fois. Donc, je vais m'emmener dans la région de Toronto. Et le Toronto est un client chez nous et c'est un des besoins qu'ils avaient, c'était de faire un inventaire de l'ensemble des actifs qu'ils pouvaient avoir, par exemple, à une intersection. Donc, là, si je viens zoomer ici, on va retrouver les feux de circulation, les lampadaires, le marquage au sol, donc différentes composantes qui se retrouvent à chaque intersection euh, qu'ils ont sur le territoire. On a aussi un produit d'éco-fiscalité, donc c'est un produit qu'on a développé en collaboration avec la ville de Varennes. Donc, je vais retourner me positionner à Varennes pour vous donner une idée de ce que ça peut être. Par exemple, c'est fait à partir du cadastre de la ville. Donc, la ville nous a donné les paramètres pour l'intégrer dans la plateforme. Et donc, si on vient voir ici l'ensemble des lots sur le territoire, on va donner la couverture de végétation et je vais aller chercher ce que nous, on a identifié comme étant potentiellement des lots contrevenant à la réglementation municipale sur l'obligation d'avoir un arbre en devanture de propriété. Donc, la ville de Varennes, c'est un projet qu'ils ont actuellement d'éco-fiscalité, donc de pouvoir aller chercher un revenu de taxation sur le non-respect d'un règlement. Euh, et donc, je vais identifier les candidats potentiels et le travail final revient à la ville, donc d'aller faire la validation finale. Chaque ville peut avoir des spécifications, euh, un regard au niveau de l'inspecteur qui va juger qu'un terrain est conforme malgré le fait que l'arbre ne respecte pas la réglementation parce que, par exemple, si je viens dans ce secteur-ci, ben, c'est un nouveau secteur qui a été développé. Donc, si je viens cliquer sur le lot qui est ici. Donc, on va voir par exemple qu'il y a un tout petit arbre qui a été planté. Donc, inévitablement, cet arbre-là ne respecte pas actuellement la réglementation qui exige donc la définition d'un arbre. Dans le cas de Varennes, c'est que l'arbre doit avoir au minimum 4 mètres. Et dans ce cas-là, c'est une nouvelle plantation, c'est un nouveau quartier. Donc là, l'inspecteur peut, en fonction de d'autres informations qu'il a de son côté, dire ben, on sait que c'est un arbre qui vient d'être planté. On va attendre 2, 3, 4, 5 ans avant d'agir sur cette propriété-là parce qu'ils viennent de planter l'arbre. Donc, une fois que le travail est terminé, ben, on peut exporter la base de données et par la suite l'envoyer à la comptabilité pour que ce soit un constat qui soit émis, que ce soit un montant supplémentaire au niveau de la taxation. Donc, pour faire ce produit-là, nous, ce qu'on a besoin tout simplement, c'est d'avoir le cadastre et les numéros de matricule. Et donc, à partir de ça, par la suite, la ville va pouvoir s'exporter une base de données et pouvoir faire une fusion avec les informations complètes des propriétaires pour pouvoir agir en fonction de la volonté que la ville a. Donc ici, c'est un exemple de marquage au sol. Donc je vais me déplacer du côté de la ville de Prévost pour vous donner un aperçu. Donc par exemple, si je viens zoomer ici, c'est le marquage au sol qui est présent sur le territoire. Donc je vais avoir le différent marquage qui est présent. Donc, par exemple, ici, une flèche. Si je viens cliquer, je vais avoir le type, je vais avoir la description, la date de numérisation. Donc, c'est la flèche qu'on voit devant nous ici. Donc, à partir de là, ben, je peux aller chercher les quantités pour pouvoir faire un inventaire. Je vais aussi avoir en mètres linéaires le marquage au sol.
Donc, ligne simple, ligne discontinue, et ainsi de suite. Et je vais avoir aussi des volumes pour le marquage polygonal. Donc, par exemple, ici, un passage piéton, une voie de vélo, une ligne d'arrêt. Et le dernier produit que je vais vous montrer, donc c'est celui au niveau de l'état de la chaussée. Donc, ça nous permet de relever le fissurage qu'il y a sur les différentes rues du territoire. Et donc, on va venir catégoriser les unités de gestion. Donc, ici, c'est une route provinciale, donc ce n'est pas de la responsabilité de la ville, c'est pour ça qu'on ne la voit pas dans un polygone de couleur. Mais si, par exemple, je vais juste enlever les fissures pour aller chercher les informations au niveau des unités de gestion. Donc, si je regarde ici, par exemple, les différentes rues qu'on a là, on va venir appliquer sur ça des hexagones. Donc, les hexagones ont une dimension qui est prédéterminée à l'avance. Et je vais venir, donc si je zoome, par exemple, pour voir les différents hexagones qui sont générés, et je vais venir par la suite chercher les fissures. Donc, si je veux voir rapidement sur mon territoire la détérioration de mes rues, je peux avoir fait faire mon plan d'intervention, mais le plan d'intervention est fait aux 5 ans. Donc, entre les 5 années, il peut y avoir une dégradation qui s'est produite sur le territoire pour toutes sortes de raisons. Et donc, nous, le fait qu'on passe à tous les années chez les clients qui sont abonnés à nos services, ben, ça nous permet de générer ce type d'informations-là. Et donc, par la suite, ben, si je veux venir interroger, par exemple, cette fissure, ben, je vais tout simplement venir cliquer sur l'information. Je vais juste enlever les hexagones. Et donc là, je viens cliquer sur la fissure en question. Et donc, je vais avoir l'azimut de la fissure, la direction par rapport à l'axe routier, la profondeur minimale, moyenne, maximale, la longueur de la fissure. Et donc, par exemple, ça, lorsqu'on le livre, comme je disais tantôt, tous les types d'inventaire, on le livre sous deux formats. Donc, un GeoPackage pour l'intégrer dans un SIG et dans l'asset viewer. Si je veux aller chercher des quantités, par exemple, je veux sortir toutes les fissures qui ont plus de 5 mètres de long, plus de 0,3 mm de profondeur, ben, je pourrais faire un filtre puis aller faire une extraction de l'ensemble de cette information-là. Donc voilà, c'est ce qui met un terme à la présentation d'aujourd'hui. Donc merci d'avoir été des nôtres. Je vous invite, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire, donc martin.carpentier@jacarto.com. Si vous désiriez avoir une discussion, une présentation pour votre organisation ou échanger sur les différents modèles d'inventaire qu'on peut générer pour votre territoire, pour savoir si on a déjà la donnée. Donc, on a plus de 150 villes qui sont déjà numérisées au Québec. Bon nombre de celles-là sont déjà clientes chez nous, donc c'est des passages annuels qu'on fait. Donc, au niveau des organismes publics, c'est une chose, mais on a aussi beaucoup de clients au niveau du privé, que ce soit des firmes d'ingénierie, des firmes d'arpenteurs, des firmes de consultants. Donc, dans certains cas, ils peuvent prendre des abonnements pour des besoins précis. Donc, voilà, je vous invite à communiquer avec moi. Ça a été un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et espérant que vous avez apprécié ce webinaire. Je vous invite aussi à nous suivre sur LinkedIn. Donc, on a beaucoup de publications qui sont faites sur les nouveautés, sur les webinaires, sur des annonces, sur des mises à jour qui sont faites sur la plateforme. Et ben voilà, au plaisir de pouvoir vous compter éventuellement peut-être comme client chez Jacarto. Merci, bonne journée à vous.